aujourd'hui nous intéresser à un mot des maths un peu exceptionnel, fractal. Le genre de mot qui représente à lui tout seul une petite révolution. Pendant des siècles et des siècles, la géométrie fut sage et rangée comme un cahier d'écolier. Le maître d'école s'appelait Euclide et l'on traçait après lui de beaux cercles, de belles droites, des triangles bien propres et de même des ellipses, des conchoïdes, des hyperboles. C'était un monde parfait qui aurait pu durer ainsi une éternité. Mais voilà, au XIXe siècle, notre monde commença à se fissurer. À qui la faute? À des voyous, à des bandits? Non, plus simplement à quelques esprits rebelles qui osèrent imaginer d'autres sortes de figures. Pour voir. À quelques esprits révolutionnaires qui s'ingénièrent à construire des objets propres à terroriser le mathématicien bien tranquille. Les noms de ces terroristes? Georges Cantor, un Russe. Giuseppe Peano, un Italien. Vaclav Sierpiński, un Polonais. Ces trois-là ont ouvert une brèche. Leurs travaux, qui s'étalent sur près d'un siècle, ont ouvert la voie au formidable développement dans les années 70 de l'étude de la géométrie fractale, sous l'égide du français Benoît Mandelbrot notamment. Alors qu'est-ce que c'est une courbe fractale? En 1904, le mathématicien suédois Erg von Kor nous propose l'exemple suivant. Prenez un triangle équilatéral. Remplacez le tiers central de chaque côté par deux segments de droite de longueur égale à la partie retirée. Répétez ensuite ce processus plusieurs fois, et même un nombre infini de fois, en remplaçant à chaque fois le tiers central de chaque côté rectiligne. Que se passe-t-il? Eh bien, se dessinent alors sous vos yeux ébahis les contours d'une courbe superbe. On l'appelle le flocon de neige de von Kor. C'est une courbe révolutionnaire. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, parce que contrairement aux figures classiques de la géométrie, on ne peut pas la tracer avec des instruments comme la règle et le compas. Fini les bonnes vieilles constructions euclidiennes de polygones réguliers ou de tangentes à un cercle. Rappelez-vous, tout ce que l'on peut faire avec notre flocon de neige, c'est en donner une image approchée en réalisant les premières étapes de sa construction. Pour les initiés, disons que cette courbe se définit comme étant la limite d'autres courbes. Et elle n'a pas fini de nous surprendre. Que remarque-t-on à l'observer de plus près? Des phénomènes bien étranges. Notre courbe a ainsi pour particularité d'être de longueur infinie, alors même que l'aire qu'elle délimite est, elle, bel et bien finie. Notre flocon de neige possède également ce que les mathématiciens appellent la propriété d'invariance d'échelle. Cela signifie que son aspect un peu flou ne se dissipe pas lorsqu'on la regarde au microscope, parce que de près comme de loin, elle se ressemble à elle-même. Tombé sur Terre au début du siècle, si on peut dire, ce flocon de neige est apparu comme une curiosité mathématique de plus, sans grand intérêt semblait-il, puisqu'on n'avait jamais observé l'invariance d'échelle dans la nature. Ce n'est au final qu'à partir des années 70 que la notion de courbe fractale réussit, grâce aux travaux de Mandelbrot, sa conquête des esprits. La côte de la Bretagne, la forme des nuages, le contour des montagnes et bien d'autres choses encore nous ont tour à tour révélé un aspect fractal. Comme quoi, on peut aller très loin parfois avec un peu d'imagination, jusqu'à voir le monde comme on ne l'avait jamais vu. Pour les faire voyager à travers le cyberespace, disons Internet, il est nécessaire d'alléger les images, de les compresser. Et bien pour ce faire, on utilise, vous l'aviez deviné, les fractales. Admettons que vous vouliez transmettre l'image de ce flocon de von Koch, que les gens ont vu, je pense. Eh bien, en fait, vous voyez que ce flocon, comme on l'a expliqué, est le même à différentes échelles. Et donc, en fait, au lieu de transmettre toute cette image, si je voulais transmettre cette image à quelqu'un à l'autre bout de la planète... Là, pour le coup, il y a beaucoup d'informations dans une image comme ça. Oui, elle est très compliquée, mais c'est pas la peine de transmettre tout ça qui est très compliqué. Il suffit de donner la règle, de dire, voilà, j'ai un triangle de base, et puis j'ai fabriqué cette image par un certain algorithme. D'accord. Donc on comprend bien qu'effectivement, si j'envoie juste le triangle et la façon de le transformer, ça fait la personne à l'autre bout que le voilà, flocon pourra le décoder simplement avec cette petite information. D'accord, mais si je veux envoyer mes photos de vacances à ma tante Aglaé qui est en Bretagne par Internet,
Ça ne va pas beaucoup m'intéresser parce que ça ne sera pas des fractales. Voilà, donc effectivement pour une image normale, on n'a pas la même chose. Donc là, on a pris une image de la vie de tous les jours, qui est la photo d'un enfant. Et toutes les techniques de compression, en fait, marchent sur le même principe. C'est que si vous prenez par exemple la joue de l'enfant, tous les pixels ici ont le même éclairement, donc ce ne serait pas la peine de décrire tout ça. Toute la joue, juste un morceau de la joue. On pourrait dire, voilà, donc quand on fait des fractales, évidemment, on ne peut pas appliquer la même technique. Ce qui nous intéresse, c'est des choses qui sont les mêmes à différentes échelles. Et c'est ce que j'ai essayé de représenter sur ces deux carrés. Si vous regardez ce petit carré-là, et que vous le comparez à celui-là, vous voyez qu'en fait, en prenant ce carré qui est là, et en le retournant, et en le réduisant, eh bien, on va retrouver quelque chose qui est assez similaire. En tout cas, le coin blanc sera là. Et puis, on a ici une texture qui ressemble, qui n'est pas la même, mais l'œil, finalement, n'est pas très sensible aux textures, et donc on pourra le tromper facilement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper toute l'image en petits blocs comme ça. Donc, on aura une liste de petits blocs. On va quadriller. Exactement, un petit quadrillage. Et pour chacun de ces petits blocs, en fait, on va dire, il y a quelque part un grand bloc qui lui ressemble à condition de le tourner d'une certaine manière et de modifier un petit peu les niveaux de gris, mais de façon très simple. Et ensuite, à partir de n'importe quelle image, par exemple celle-là, on pourra... Donc on part d'une image grise qui n'a aucune information. De cette image qui est toute grise comme ça, vous pouvez parvenir à ça, ce qui est quand même une image assez précise. Alors on va peut-être prendre un exemple sur une image plus simple que celle-là, mais un peu plus compliquée quand même qu'une image grise. Alors admettons que la petite fille de tout à l'heure, maintenant ce soit un carré. Je veux simplement fabriquer un carré et je vais partir, juste pour l'illustration, je pourrais partir de n'importe quoi, d'un rond. On va passer de l'un à l'autre. On va voir comment passer de ça à ça exactement. Donc on prend ça, on le quadrille. Oui, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, et donc on va obtenir des bouts de rond. Et ces bouts de rond, maintenant, je vais les déplacer dans l'image. Donc, si je fais ça une fois, c'est ce qui correspondait à la première itération de tout à l'heure, j'obtiens ça. Et puis après, comme c'est des fractales, on itère à une échelle plus petite. C'est-à-dire que maintenant, on a ces carrés. Au début, on avait un énorme carré. Maintenant, on a des carrés plus petits. Eux-mêmes, on va les découper en carrés plus petits, à laquelle on va appliquer, c'est très important, exactement la même transformation que celle qu'on avait fait à la première itération. Alors, ce qui vous a permis d'avoir ce carré-là, c'est une fonction, presque comme une fonction mathématique. Vous allez rappliquer la même à cet endroit-là. En partant de cette image, vous allez obtenir ça avec ça. On était parti de ça pour arriver à ça, et avec le même algorithme, la même méthode, je pars de ça pour arriver à ça. J'itère encore une fois, et si j'itérais encore une fois là, je retomberai sur le carré. On voit petit à petit que l'image se rapproche du carré, et à la fin, on obtiendra exactement ça. Donc, en fait, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, c'est le fait de multiplier la même chose au même endroit une infinité de fois qui va faire que finalement, on va gagner en précision. Il y a un endroit qui va devenir de plus en plus clair, l'autre de plus en plus foncé, et on quittera un gris uniforme. Voilà, déjà dès la première étape, on n'a plus un gris uniforme. Et puis si j'itère ça, donc ça, ce sera la première itération, c'est-à-dire la première fois que j'applique ma méthode. Si je l'applique une deuxième fois, c'est un peu comme si vous regardiez de très loin, vous verriez une silhouette. Oui. Et plus on se rapproche, plus on voit des détails plus fins. Et c'est exactement la méthode des fractales. Comme ça, oui. Donc, et le principe, c'est quand même que chaque carré, vous lui faites subir à chaque fois une transformation, puis toujours la même transformation, ça ne change jamais. Voilà. Donc au final, vous n'avez envoyé plus que des adresses, l'adresse de l'endroit où on va et la transformation. Voilà. Comme on avait tout à l'heure le triangle et la transformation. Exactement, c'est parfaitement le même principe, sauf qu'on a découpé l'image en petits bouts et qu'on a fait ça pour chaque petit bout au lieu de le faire globalement. Parce que l'image n'est pas globalement la même, comme le flocon, elle est simplement la même en disant ce petit bout est le même que celui-là, ce petit bout est le même que celui-là, etc. Et cette liste-là d'adresses et de transformations prend beaucoup moins de place mémoire qu'une image comme celle-là. Exactement, typiquement 50 à 100 fois moins. Une fractale, c'est en quelque sorte une forme géométrique en perpétuel devenir. Voyez plutôt le flocon de von Koch, tel que Pierre nous le présente. Voici un flocon de von Koch. Ce n'en est bien sûr qu'une représentation, puisque par définition même d'une fractale, le nombre de ses côtés est infini. Sa surface, elle, est évidemment finie, ne serait-ce que parce que le flocon s'inscrit dans ce rectangle. Mais ce qui est surprenant, c'est que son périmètre, lui, est infini. Et c'est cela qu'on va démontrer. À l'origine du flocon, il y a un triangle équilatéral, soit A, la longueur de son côté, qu'on partage en 3 parties égales. La ligne obtenue en remplaçant sa partie centrale par 2 côtés d'un triangle équilatéral a une longueur égale à A sur 3, plus A sur 3, plus A sur 3, plus A sur 3, soit 4A sur 3. Après cette première transformation, la longueur a donc été multipliée par 4 tiers. Lorsqu'on répète l'opération une deuxième fois,
On multiplie encore la longueur par 4 tiers, qui vaudra maintenant a fois 4 tiers fois 4 tiers, soit a fois 4 tiers au carré. Après une troisième transformation, la longueur sera encore multipliée par 4 tiers. Et on aura obtenu a fois 4 tiers fois 4 tiers fois 4 tiers, soit a fois 4 tiers au cube. Et au bout de n transformations, on aura obtenu une longueur égale à a fois 4 tiers puissance n, où n désignera le nombre de transformations de von Koch. Comme 4 tiers est supérieur à 1, lorsque n augmente indéfiniment, 4 tiers puissance n tend vers plus l'infini. Ce qui revient à dire qu'un côté du triangle équilatéral est transformé en une ligne dont la longueur tend vers plus l'infini. Mais ce qui est valable pour un côté du triangle est valable pour les deux autres. On a donc bien démontré que le périmètre du flocon de von Koch tend vers plus l'infini. Issus du cerveau toujours très fertile des mathématiciens, les fractales existent aussi dans la nature. Une fourmi, un puceron, vous direz ça bien mieux que moi. La plupart des plantes, arbres, ont une structure fractale, ou approchant. D'un tronc partent plusieurs branches, elles-mêmes assimilables à de nouveaux troncs, d'où partent plusieurs branches, et ainsi de suite. Si nous sommes dans la serre australienne du Muséum d'histoire naturelle, un lieu habituellement fermé au public, c'est pour nous intéresser de très près à la fougère, qui en est un bel exemple. Imaginez un instant qu'une fourmi décide de suivre avec précision le contour de cette fougère. Elle parcourrait plus de distance que je ne ferais moi en suivant ce même contour avec mon doigt imprécis. Mais son excursion serait plus courte encore que celle d'un puceron qui déciderait pourtant de suivre le même chemin. Pourquoi ? Eh bien parce que notre puceron aurait accès à plus de dentelures de la fougère, à plus de territoires insoupçonnés. C'est un peu comme si on décidait de mesurer un rivage découpé avec un double décimètre plutôt qu'avec ses pas. On a ainsi caractérisé le périmètre infini d'une fractale, son invariance d'échelle, ou comment ce qui pourrait nous paraître délimité se déroule en fait à l'infini pour un œil plus aiguisé.